Merci. Maintenant, donc, c'est le docteur Piro Chambou. Il est doyen de la faculté de droit à l'université de Bukavu. Et aussi, c'est un chercheur visitant de l'université catholique de Louvain-la-Neuve. Il va parler de possibles solutions politiques pour l'organisation interne de la République démocratique du Congo, comme l'autonomie, le fédéralisme, pour les territoires congolais. Donc, la parole est à vous, monsieur. Merci pour la parole accordée. Mesdames et messieurs, en 1960, lorsque le pays africain accède à l'indépendance, deux courants de pensée s'opposaient pour déterminer la forme des États à naître du processus de la décolonisation. Ces deux courants sont portés d'une part par Sédar Senghor, qui soutient l'idée d'une Afrique des États, et d'autre part par Sékou Touré, critique des frontières héritées de la conférence de Berlin de 1885, qui lui soutenait l'idée d'une Afrique fédérale. Alors l'idée d'une Afrique des États va l'emporter, mais avec des problèmes notamment liés à la délimitation des frontières. Ainsi, la toute première décision qui a été prise par l'Organisation de l'Unité africaine, la résolution numéro 16 de 1964, va consacrer le principe de uti possidetis iuris comme principe directeur de la délimitation des frontières. Alors, ce principe veut tout simplement qui est donc le corollaire du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la décolonisation, est un principe donc qui, accordant au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de souveraineté et visant avant tout à assurer le respect des limites territoriales au moment de l'accession à l'indépendance. En d'autres termes, les frontières administratives coloniales deviendront les frontières internationales de nouveaux États qui accèdent à l'indépendance. Alors, ces principes ici a été appliqué pour la première fois lors du mouvement de la décolonisation en Amérique latine, les anciennes colonies espagnoles qui devenaient de nouveaux États. Et l'on a estimé que ce principe, tel qu'a été appliqué en Amérique latine, devrait être transposé et appliqué en Afrique. Donc, ici, transformer les frontières administratives coloniales en deux frontières de nouveaux États qui accèdent à l'indépendance. Quand bien même ces principes ont été pensés, et plus précisément ici le principe de l'uti possidetis, ont été pensés afin d'éviter des luttes fratricides qui pourraient naître de la création de nouveaux États, il faut reconnaître que, vu le caractère très artificiel de ces principes, cela n'a pas empêché l'éclatement de certains conflits en Afrique. On peut citer le conflit Burkina Faso à l'époque Haute-Volta contre le Mali sur la démarcation des frontières au nord du Mali, ou le conflit Cameroun contre le Nigeria sur la souveraineté sur l'île de Bakassi. Alors, ces problèmes liés à la démarcation des frontières persistent encore de nos jours, voire par exemple des problèmes frontaliers latents entre la RDC et l'Angola, entre l'Algérie et le Maroc, etc. Alors, ces problèmes de délimitation frontalière au niveau international ont par ailleurs eu des répercussions au niveau interne sur l'aménagement des territoires des nouveaux États. À ce qui concerne la RDC, depuis son accession à l'indépendance en 1960, le pays s'est confronté à des controverses et longs débats par rapport à la question de l'aménagement des territoires, des questions liées à l'aménagement des territoires, et à la lecture des différentes constitutions adoptées depuis 1960, il y a deux courants qui se sont toujours affrontés par rapport au choix de la forme de l'État. Il s'agit donc de courants qui, d'une part, le courant qui veut accorder plus de pouvoir au régime central et l'autre courant qui veut accorder beaucoup plus de pouvoir aux provinces. Donc, il aura fallu attendre l'actuelle constitution qui est d'application en RDC depuis 2006
c'est-à-dire ici la Constitution de 2006, telle qu'est modifiée pour que soit instauré un modèle intermédiaire entre les deux courants précédents, c'est-à-dire entre les deux courants qui veut accorder d'une part le pouvoir à l'autorité centrale et l'autre courant qui veut accorder beaucoup plus de pouvoir aux provinces. Alors, le modèle de l'actuelle Constitution de 2006 est marqué par la constitutionnalisation de la décentralisation. On va donc parler de la décentralisation. Alors, notre présentation, donc, ici, tentera dans deux temps d'expliquer, d'une part, ce processus de la décentralisation au Congo, avant de démontrer, d'autre part, les difficultés actuelles de mise en place de cette décentralisation, tout en montrant les conséquences que cela produit du point de vue sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, s'agissant du premier point, c'est-à-dire la structure étatique dans les constitutions congolaises depuis 1960 jusqu'en 67, il y a eu quelques trois grandes, je vais juste plutôt revenir sur trois grandes constitutions qui ont été adoptées, la constitution de 1960, de 64 et de 67. La constitution de 67 a été plusieurs fois modifiée, mais elle est restée en vigueur jusqu'à 2006 où l'on a adopté l'actuel. Certains éléments de cette constitution sont restés en vigueur jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution, après la transition, évidemment, jusqu'à l'adoption de l'actuelle constitution de 2006. Donc ici, on a d'abord la Constitution de 1960 était un texte provisoire pour la RDC parce que par interférence, la structure de l'État qu'elle avait établie emportait donc également un caractère transitoire. Par contre, les constitutions de 1964 et de 1967 étaient des constitutions définitives. Dans la constitution de 1964, le choix du modèle structurel de l'État est resté ambigu, alors que la constitution de 1967, ici, l'ont consacré à un État unitaire. Ce n'est que plus tard alors que l'actuelle constitution va consacrer une organisation de pouvoir fondée sur la décentralisation. Alors, la constitution de 1960 a acquis, ici, c'est lorsque le Congo, la RDC, a acquis son indépendance, il lui a été octroyé des constitutions provisoires par les législateurs belges. Ici, donc, c'est l'autorité coloniale qui accorde une constitution au nouvel État à naître, afin ici que cette constitution sert de passerelle pour une meilleure organisation de pouvoir. Alors, il y a deux constitutions qui ont été adoptées en 1960 et ces constitutions consacraient les libertés publiques mais aussi relatives aux structures du Congo. C'est la seconde ici, la deuxième constitution de 1960, qui intéresse car c'est elle qui va préciser la question de l'aménagement du territoire. Donc, lors de l'élaboration de cette constitution qui portait sur l'aménagement du territoire par le législateur belge, celui-ci a à faire face à des divisions des élites congolaises en ce qui concerne les choix des structures appropriées pour l'État, alors que la solution à adopter était celle de préserver ou sauvegarder l'unité du Congo pendant l'élaboration de la constitution concernée. Le législateur belge a eu à faire face à deux tendances ici manifestées par des élites congolaises. L'une soutenait le choix d'un État fédéral et l'autre tendance des élites congolaises lors de l'indépendance ne jurait que sur un État unitaire. Alors ici, l'idée de l'État fédéral était beaucoup plus portée par des élites du Katanga, du Congo central, qui exaltaient deux fois aussi des discours séparatistes justifiés par des facteurs socio-économiques du Katanga, socio-culturels à ce qui concerne les Congo central, Congo avec K. Alors quand ceux qui soutenaient ici était contre le velléité pour les îles, contre l'idée de séparatiste. Les autres qui voulaient un État unitaire disaient que l'on ne peut pas adopter un État fédéral
parce qu'il y a des inégalités entre les provinces et cela pourrait être la conséquence d'une répartition inégale des ressources entre provinces. Alors, l'argument ici central des unitaristes était de dire que par le fédéralisme, les provinces les plus riches s'enrichiraient davantage au détriment de celles qui sont pauvres. Alors ici, d'après cette approche, donc ici, seul l'unitarisme était la meilleure option, sans pour autant exclure une possibilité de concessions ou de formes de décentralisation administrative. Alors, face à ces deux controverses, en 1960, on va opter une formule de non-option à travers un choix de mélange de ces deux systèmes, donc fédéralisme et unitarisme. On va avoir ce qui va pousser certains même à penser que la RDC des années 1960 était un État fédéral, c'était un fédéralisme composite. Alors, désormais, le pouvoir était réparti aux trois niveaux. Nous, on a au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Chaque province devrait disposer dorénavant de sa propre constitution et de gouvernement provincial avec même des autorités législatives. Alors, sur fond d'une autonomie affirmée vis-à-vis du pouvoir central, mais aussi pour le niveau local, le pouvoir ici fut aménagé au sein des circonscriptions urbaines et rurales. Donc, les organes devant exercer ce pouvoir devaient être élus au suffrage universel direct. Quand vous voyez cela dans la Constitution de 1960, il y a lieu de penser évidemment qu'il s'agit d'un système fédéral. Alors, l'échelonnement de ces deux centres de décision et avec des compétences respectives réparties au niveau national et au niveau provincial imprime évidemment des aspects fédéraux. Cependant, face au silence intentionnel donc aux législateurs belges de créer cette ambiguïté-là, de consacrer un système unitaire mélangé au système fédéral, au silence donc, qui était intentionnel pour discuter sur l'essentiel, c'est-à-dire en ce qui concerne les précisions sur l'organisation du territoire et sur l'organisation territoriale plutôt et administrative de l'État, mais aussi la procédure de répartition effective des ressources financières, une question qui n'a pas été aussi discutée ou élucidée dans ces deux constitutions. Les éléments d'un État unitaire décentralisé apparaissent. On pourrait comprendre cette obscurité ici du fait du caractère provisoire de cette constitution qui n'avait simplement qu'une vocation préparatoire. En d'autres termes, l'on s'est dit, l'idée qu'on peut imaginer du législateur belge à l'époque, c'était de dire on adopte une constitution, on mélange les deux ensemble, ils vont avoir l'indépendance, après ils vont discuter des questions essentielles après. Alors ici, par la suite, on va adopter une constitution de 1964 qui va aussi prolonger cette ambiguïté au niveau de répartition de pouvoir entre, disons, une ambiguïté à ce qui concerne la répartition de pouvoir. Alors la constitution de 64 est l'œuvre congolaise. Elle a intervenu dans un contexte de crise sur le plan territorial, était caractérisée par des rébellions avisées notamment sécessionnistes. Déjà au Katanga, on avait enregistré un mouvement sécessionniste en 1960. Le Sud Kasaï avait entamé, voulait se séparer du reste de la RDC en 1960. Il y avait des sécessions au Kwilu, au Kivu. On avait un gouvernement qui s'était installé à Stanleyville, dans Kisangani, juste après la mort de Lumumba. Tout ce qui était ses proches s'était retiré dans une province et créé un gouvernement parallèle au gouvernement central. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va adopter la Constitution de 1964. Donc, on a tiré toutes les leçons des crises sécessionnistes. Les constituants en a organisé ici ni État fédéral du type classique ou encore moins celui unitaire décentralisé au regard de la persistance des divergences entre les membres de la commission constitutionnelle de Louisbourg sur la conception de chacune de ces deux formes de l'État.
Donc ici, on va créer une forme d'un régime unitaire, mais avec l'idée par la suite, il était prévu que la troisième législature, il y aura une constitution qui devrait être adoptée, et cette constitution-là consacrerait évidemment un système de décentralisation de pouvoir. Alors, cette troisième législature n'a jamais eu lieu parce que avant donc l'avènement de la seconde version de la Constitution de 64, qui, elle, proclamait le fédéralisme, il y a eu un coup d'État militaire et un régime a pris le pouvoir le 24 novembre 1965. Donc, l'idée d'une seconde constitution qui entrerait en application à la troisième législature ne s'est jamais réalisée parce qu'avant la troisième législature, il y a eu un coup d'État du 24 novembre 1965 qui était organisé par l'ancien président Mobutu. Donc ici, on va alors adopter en 67, alors, il va y avoir une troisième constitution, et cette constitution va carrément consacrer de l'unitarisme. On va proclamer un État unitariste, donc qui est unitaire plutôt, mais aussi avec une décentralisation formelle qui sera consacrée dans cette constitution de 1967. Alors la constitution de 1967, on le comprend bien, c'est un régime dictatorial de militaires qui accèdent au pouvoir et qui ont vraiment l'intention de centraliser tout le pouvoir. Ceci dit, ils vont quand même consacrer à la longue, avoir de modifications de cette constitution de 1967 et consacrer une forme d'autonomie réservée aux provinces. Alors, ces formes d'autonomie qui étaient consacrées par cette constitution de 1967 au niveau des provinces étaient aussi beaucoup plus critiques parce que on est dans un État totalitaire, on a un seul parti unique, et donc quand bien même l'on concède aux régions une partie du pouvoir, mais les décisions sont prises au sein du parti politique et d'un seul parti politique qui décide même au niveau des régions parce que le parti unique était représenté au niveau des provinces. Donc, l'idée d'une décentralisation du pouvoir au niveau des provinces est difficile à imaginer dans un système unitariste, disons dans un système plutôt totalitaire. Alors, ce contexte ici donc qui a caractérisé le parcours historique de la décentralisation dans les deux premières républiques. Mais comme on peut s'en rendre compte, toutes les formules décentralisatrices du pouvoir ont été échouées dans le passé, jusqu'à ce que la Constitution de la Troisième République vienne consacrer encore l'aménagement du territoire en privilégiant alors la décentralisation. Il va y avoir une longue transition lorsque Mobutu quitte le pouvoir, il est renversé en 1996. Il va y avoir une longue transition, mais la transition déjà, quand il y a un renversement du pouvoir, il y avait déjà une transition qui avait commencé avant lui et où il y avait des discussions sur la réforme constitutionnelle. Par ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est la constitution qui a été adoptée en 2006. Donc ici, la constitution de 2006 et qui a été en 2011 un peu modifiée, et c'est donc l'actuelle constitution en application. Alors ici, on va adopter en 18 février 2006 une nouvelle constitution et qui va faire le choix d'instaurer la forme de l'État unitaire, mais calquée sur une forte décentralisation. On va dire que l'État est unitaire, on n'est pas dans le fédéralisme, mais on va reconnaître beaucoup plus de pouvoir aux régions. Et donc, il y aura une forme de décentralisation. Alors, l'article 3 de la Constitution va superposer à côté des provinces des entités dites décentralisées qui sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. Donc, on va encore accorder plus de pouvoir
non seulement aux villes, mais aussi aux communes, aux secteurs et aux chefferies. Alors, cette superposition fait à ce que, on va dire que la RDC est un État régional, ce qui donc va au-delà de la décentralisation. Les entités décentralisées font partie de la subdivision organisée dans l'entité régionale. Et pendant l'adoption aussi de la Constitution de 2006, le constituant va décider de créer de nouvelles provinces. On va créer 25 provinces, plus la ville de Kinshasa, alors qu'au moment de la promulgation de la Constitution concernée, les provinces n'étaient qu'au nombre de 11. Donc ici, on va créer de nouvelles provinces. En conséquence, l'un des passages obligés pour la réalisation préalable de la décentralisation consistait donc ici dans l'installation de nouvelles provinces. Malheureusement, cette condition qui portait sur la création de nouvelles provinces s'est heurtée à de multiples contraintes qui ont mis à mal le processus jusqu'à retarder sa mise en œuvre. Et par effet d'entraînement, l'état actuel de la décentralisation semble s'expliquer par l'atmosphère des contraintes qui ont caractérisé son événement. Et donc, jusqu'en 2010, on n'aura pas de nouvelles provinces, disons des entités territoriales décentralisées telles que cela a été pensé dans la Constitution de 2006. En plus, dans certaines provinces, on va carrément avoir des difficultés à créer ces entités territoriales décentralisées ou du moins à les doter du pouvoir nécessaire pour exister réellement. L'on va soulever des questions d'ordre budgétaire, de moyens qui manquent à la création de ces nouvelles entités. On va dire par exemple que le gouvernement devrait réunir 1,15 milliard de dollars américains pour réaliser ces plans. Donc, sont beaucoup doctrinaires et commentateurs qui discutent sur la question ont estimé qu'évidemment, cela a été sciemment pensé de ne plus doter les provinces de leur autonomie telle qu'a été pensée dans la Constitution de 2006 avec l'idée de garder et de centraliser le pouvoir au niveau central. Donc, actuellement, en RDC, la décentralisation qui était pensée par la Constitution de 2006 a subi un choc par la constitutionnelle. Il va même y avoir une révision constitutionnelle le 20 janvier 2011. Alors, ce choc ici va se caractériser par le chamboulement donc, de la volonté du constituant originaire de 2006, au départ qui aménageait un pouvoir de séparation par échelon, comme je l'ai tantôt dit, on a au niveau national, puis on a des pouvoirs reconnus aux villes, aux communes et même aux chefferies. La décentralisation, donc, ici a été atteinte par la révision constitutionnelle 2011, dans la mesure où cette révision va accroître le pouvoir de contrôle du président de la République sur les institutions de la province. Ce renforcement se cristallise aussi dans la reconnaissance d'un droit de dissolution d'une assemblée provinciale et celui de révocation d'un gouverneur de province par le président de la République. Donc ici, la Constitution de 2011 va accorder plus le droit au président de la République qui peut même révoquer le gouverneur de province qui pourtant est censé être élu par l'Assemblée au niveau provincial. Alors, ces derniers peuvent se saisir, donc le président peut se saisir désormais d'office en cas d'une crise persistante entre les deux institutions principales en province et décider du sort du gouverneur au niveau des provinces. Alors, telle possibilité n'était pas consacrée avant 2011, c'est plutôt la résultante de la réécriture des articles 197 et 198 de la Constitution de 2011. Et donc ici, la pratique des autorités centrales et si les institutions provinciales rentrent donc souvent en totale dislocation avec les exigences de la libre administration. Aujourd'hui encore, malgré la théorie de libre administration, les assemblées provinciales
demeure sous une mainmise du ministre national de l'Intérieur, en violation, certes, de textes. Et l'histoire passée et actuelle renseigne que les députés provinciaux ont fait même l'objet des restrictions en ce qui concerne l'accès aux hémicycles pour siéger à travers des mesures illégales décidées par des simples circulaires ou communiqués. Dans d'autres cas, des édits et arrêtés provinciaux ont fait l'objet même de suspensions de la part du ministre national. Donc, l'on décide au niveau des assemblées provinciales, mais le ministre décide de la suspension de ces décisions-là prises au niveau des assemblées provinciales. Alors, ces agissements de pouvoir central marquent donc la difficulté d'admission d'une gouvernance centralisée. Et l'on voit cela plus précisément en ce qui concerne les élections des animateurs des entités territoriales décentralisées qui n'ont jamais été organisées. Il n'y a jamais eu d'élection jusqu'à ce jour, depuis 2006, de représentants au niveau des villes, au niveau des communes, tel que cela a été pensé en 2006. Donc, la conséquence directe est que les autorités locales sont nommées par les autorités du pouvoir central. Cette logique de nomination fait que l'on aboutisse à l'absence des organes délibérants au niveau local. Dans cette perspective, le principe de la clientélisation des autorités exécutives sur des entités locales, sur les autorités plutôt du pouvoir central est plus que certain. Faute d'un organe devant servir de contrepoids pour le contrôle de la sauvegarde des intérêts locaux. Ici, il était prévu un autre élément qui est l'autonomisation des gestions qui implique le principe de retenue à la source. Au niveau de province, il devrait y avoir une retenue de 40% des recettes à caractère national. Ces retenues-là n'a jamais été assuré. Ce principe qui, donc, ici, avait pour vocation à faciliter le développement économique de chaque province n'a jamais connu aucun début d'exécution. Le pouvoir central continue donc d'exiger d'abord l'envoi de 100% des recettes à caractère national, quitte à lui donc de procéder à la rétrocession. Alors, cette pratique constitue un dévouement du principe constitutionnel de retenue à la source et demeure l'une des épines dorsales de l'ineffectivité plutôt de la décentralisation. Ceci a induit à une dépendance financière des provinces vis-à-vis du pouvoir central, n'ayant pas de budget au niveau provincial. Les provinces dépendent du pouvoir central. En gros, le pouvoir donc central ici à Kinshasa va centraliser tout au détriment des provinces. Les provinces et les collectivités sont carrément ignorées dans le grand processus de gestion de l'État. Cela est évidemment criant dans le conflit armé à l'est de la RDC Congo. L'on voit dans ce contexte que le pouvoir central, éloigné des réalités des provinces et des villages, a du mal à résoudre certains conflits. Nous restons persuadés que les populations de Béni qui connaissent mieux ce qu'il faut faire pour vaincre les groupes armés terroristes comme les ADF-NALU qui créent et sèment la désolation à l'est de la RDC. Nous restons persuadés que les populations de villes comme Rutshuru, de territoires comme des Massissi, savent ce qu'il faut pour mettre fin aux attaques du M23, qui est un groupe armé qui sème aussi la désolation à l'est de la RDC. Tout ce dont ces communautés ont besoin, c'est d'être dotées de pouvoirs considérables et être associées dans le prise de décision au niveau territorial et au niveau provincial. En conclusion, il faut donc arriver par une réelle volonté politique
à surmonter les obstructions en cours, fruits du pouvoir central, pour permettre la pleine participation des communautés locales dans la gestion de la chose publique. La décentralisation libre constitue sans aucun contexte un des meilleurs instruments de la démocratie pour y arriver. Elle pourrait donc constituer même la voie principale pour un réel développement pour la RDC, au regard de l'immensité de son territoire. Cette décentralisation est donc nécessaire. Tout éloignement de l'administration des administrés dans ces pays est de nature à produire plus d'effets pervers. D'ailleurs, la RDC en a l'expérience. Je vous remercie.